Merci d'être venu pour cette conférence de début d'après-midi de dimanche dans le cadre du 26e Festival de l'Union naturelle. On va parler alimentation bio, on va parler production bio. Et on a le plaisir donc de recevoir Franck Rousset, qui est bien sûr le maire de Chevrières. Il va nous parler de son témoignage sur le développement donc, de l'alimentation bio dans le secteur. Merci. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Donc je suis Franck Rousset, je suis producteur de lait à Chevrières. Lorsque le président de l'association m'a demandé d'intervenir sur l'alimentation bio et locale, je me suis dit comment je vais aborder le sujet. Et je vais l'aborder par un témoignage, le témoignage de ma personne qui s'implique à la fois professionnellement, en tant que consommateur et en tant qu'élu. Ça va reprendre un certain nombre de choses qui s'est dit ce matin, où chacun peut s'impliquer à son niveau. Et ça vient amplifier les actions des gens qui s'impliquent au niveau régional, au niveau national, voire international. Mais je pense qu'on ne peut pas tout attendre de l'international ou tout attendre de nos élus nationaux. Et à l'inverse, on ne peut pas ne pas être entendu au niveau national. Et donc il y a des vases communicants comme ça qui fait que les efforts de chacun à un moment donné font avancer les choses de manière positive. Alors je me suis dit comment on va aborder ce côté alimentation bio, puisque aujourd'hui l'alimentation bio ne draine pas énormément de gens, même si c'est quelque chose qui prend de l'ampleur. Mais dès que vous discutez avec des gens qui n'y croient pas trop ou pas du tout, oui mais le bio ça ne sert à rien, de toute façon on retrouve des pesticides dans le bio, hein, ça a été encore dit ce matin, mais forcément que tant qu'il y en aura encore dans le sol on en trouvera, ou dans l'air on en trouvera encore dans les produits. Voilà. Alors, et à ça on a rajouté en ce moment l'inflation, puisque si vous écoutez un petit peu les médias qui ont abandonné la guerre en Ukraine pour parler de l'inflation, entre-temps, ils ont parlé aussi des bouchons, des retours de vacances, qui, en termes de budget, voilà, les gens dans leur tête pensent de manière un peu sectorielle, c'est-à-dire que quand c'est le moment des vacances, on pense plus au budget, on pense aller en vacances, puis quand on revient, on pense qu'on a trop dépensé, donc on n'a plus de quoi bien se nourrir. Et c'est un peu dommage de penser un peu comme ça dans la majorité des gens. Et donc, dans ce contexte d'inflation, de budget des ménages, d'intervention de chaînes de distribution ou d'industriels dans les médias à longueur de journée, j'entendais encore cette semaine un président d'un grand groupe de distribution qui disait que les marques distributeurs avaient progressé de 16%. Et que, je le cite, finalement, c'est un peu de moins bonne qualité, mais ça permet de nourrir tout le monde. J'ai dit, bon, en gros, c'est un peu de la merde, mais c'est pas grave, tout le monde peut manger. Alors, c'est pas tout à fait la vision que moi je peux avoir de l'alimentation et que je pense une partie d'entre vous peut avoir avant de pouvoir se nourrir avec son budget. Il faut pas forcément acheter moins bon, il faut acheter différemment. Et puis, il faut aussi faire des choix dans son budget. Pour conserver l'alimentation, c'est quand même la base. Voilà. Donc, dans ce contexte-là, je me suis dit, pour parler de l'alimentation, ça va être dur, et parler de l'alimentation bio, ça va être encore plus dur. Ceci étant dit, je vais essayer de l'aborder sous trois leviers. Donc, le levier producteur, que je suis de métier, le levier des collectivités, puisque depuis 2020, j'ai été élu maire de ma commune. Et de par cette élection, on s'implique dans la sphère intercommunale et puis la sphère départementale. Donc, on essaye aussi d'agir avec ces moyens-là. Et puis, je vais essayer de l'aborder aussi sur mon côté consommateur, puisque quoi qu'on fasse dans la vie, on est aussi tous consommateurs. Et donc, on ne peut pas dire il n'y a qu'à Faucon en étant élu ou en produire d'une manière et pas consommer de la même façon. Voilà.
déjà, une chose qu'il faut, que j'ai envie de dire, c'est qu'on a déjà le plus beau métier du monde, qui est nourrir les gens. Et produire l'alimentation, c'est nourrir les gens. Et nous, on produit la matière première. Donc, partant de là, depuis que je me suis installé en 91, j'ai un petit fil rouge dans ma tête qui me dit, quand tu sèmes des cultures, quand tu traites tes vaches, quand tu fais des fromages, tu produis de la matière première pour nourrir les gens. Et donc, tu es obligé de penser alimentation. Enfin, moi, je me suis forcé au début de penser alimentation quand je travaillais sur ma ferme. Alors maintenant, ça se fait machinalement, puisque avec le temps, voilà. Et donc, si on pense à l'alimentation quand on travaille sur sa ferme, on travaille différemment. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai commencé en 91 avec mon père. On était en agriculture très, très traditionnelle. Et puis, on a voulu, dans les années 2000, avec ma femme, on a voulu se diversifier et on a créé un atelier de fromagerie sur la ferme. Et on s'est dit, la première décision qu'on a prise, c'est de ne pas aller voir la distribution pour acheter nos produits. Parce qu'on s'est dit, il faut que le producteur s'implique dans l'alimentation. Et pour s'impliquer dans l'alimentation, il faut essayer de se rapprocher du consommateur. Donc c'est la première étape qu'on a fait. On a commencé à aller voir d'autres producteurs voisins qui faisaient d'autres productions. Et on a monté des magasins de producteurs dans les années 2000. Voilà. Et ça a été aussi un moyen d'amener, de rapprocher le consommateur et le producteur, parler de l'alimentation. Et du coup, quand vous parlez alimentation à quelqu'un qui va acheter vos produits, il ne vous voit plus de la même façon. Parce que je ne suis pas un producteur de lait qui fait du maïs, qui va consommer de l'eau. Je suis un producteur de lait. Un producteur de lait qui va venir le vendre au consommateur et qui va expliquer au consommateur pourquoi on fait telle culture, pourquoi que l'animal qui produit du lait a besoin d'un équilibre alimentaire et comment on le retrouve dans le lait. Et une fois que vous avez parlé de ça, vous parlez du bio. Et à ce moment-là, les personnes qui vous ont dit oui, mais le bio, j'y crois pas, lorsque vous leur dites les produits bio sont quand même de meilleure qualité que les autres, alors je ne dis pas que les autres sont tous mauvais, loin de là, parce qu'il y a quand même des gens en conventionnel qui travaillent très bien, mais c'est quand même pas qu'il y ait des charges bio et avec tout ce qui va derrière et les interdictions qu'il peut y avoir. Et donc ça nous permet d'aborder l'alimentation bio avec des gens qui sont plus ou moins convaincus, mais qui sont dans votre magasin et qui sont venus acheter des produits. Donc ça a été une première étape en tant que producteur pour essayer de développer l'alimentation bio partant de notre ferme. Donc on a contribué au démarrage de 4 magasins. Et puis, après, on s'est dit comment on pourrait faire pour développer encore cette alimentation bio, sachant que les magasins de producteurs, pour des gens qui produisent, un peu des limites, dans le sens où vous êtes présent au magasin pour vendre, et donc quand vous êtes dans le magasin, vous n'êtes pas sur votre ferme. Voilà. Alors ça génère de l'emploi, ça, on a embauché des gens, mais à un moment donné, ça a quand même ses limites, parce que vous êtes quand même obligé d'être un peu sur la ferme pour produire ce que vous allez vendre dans le magasin. Alors on s'est rapproché d'une structure qui s'appelle l'ADABio, qui est une association de développement pour l'agriculture biologique, et on leur a dit comment on pourrait faire pour développer l'alimentation bio qu'on produit sur notre ferme en dehors des magasins de producteurs, sans aller dans les circuits, les filières traditionnelles, parce que les filières traditionnelles, il y a un faux, mais après votre produit, il est noyé dedans et on ne communique pas forcément sur votre engagement, etc. Et on a eu l'idée on s'est dit, il faut qu'on se rapproche de la restauration collective. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quasiment un repas sur 2 est pris à l'extérieur des foyers. Dans les grandes entreprises, il y a beaucoup de grandes entreprises qui ont de la restauration sur place et il y a tout le scolaire. Le scolaire, c'est énormément de repas pris en dehors de la maison et ça touche aussi un public qui est aussi en formation et qui est ouvert à l'évolution et notamment à l'évolution de l'alimentation bio. Donc on a, dans les années 2000-2010, on a créé une association qui s'appelle Manger Bio Isère et qui a commencé à se rapprocher des collectivités départementales qui, en même temps, avaient repris la gestion des collèges. Puisqu'avant les collèges, chaque agriculteur pouvait aller livrer son produit dans le collège du coin. Et puis le département a repris la gestion des collèges, a mis en place des cuisines mutualisées sur différents sites.
mais du coup, ça a enlevé l'accessibilité aux agriculteurs d'aller apporter leurs marchandises. Et on s'est dit, comment on peut faire pour... c'est un marché qui est en train de nous échapper, qui va profiter à l'agro-industrie alimentaire. Alors on a créé une association pour se regrouper. C'est-à-dire que moi, Franck Rousset, je ne vais plus aller vendre mon fromage ou vendre mon lait au collège du coin, mais je vais l'amener à un endroit et puis on va faire une palette de lait. Et puis la cuisine mutualisée, qui avant avait 800 enfants dans le collège, et puis maintenant elle fait 5000 repas qui vont être distribués dans les collèges, au lieu de vouloir 100 litres de lait, elle va en vouloir 300 ou 500. Et donc on a mutualisé ça et ça nous a permis de répondre à des appels d'offres. Ça nous a permis de se rapprocher des cuisines centralisées, chose qu'on ne faisait pas forcément dans les collèges autonomes. Et donc on a, depuis 15 ans maintenant, créé un partenariat avec le conseil départemental qui gère les collèges, et on fournit l'alimentation bio des collèges du département. Ça, c'est un deuxième engagement en tant que producteur, où je trouve très intéressant parce que, d'une part, ça amène du volume pour l'agriculture, pour les agriculteurs. Dans l'association, on avait mis en place des valeurs qui étaient non négociables, la rémunération des producteurs, le bio, puisqu'on est exclusivement en bio, et la valeur du produit. C'est-à-dire que nous, on ne sait pas vendre un prix, on vend un produit. C'est-à-dire que quand vous achetez un fromage, quand vous achetez un légume, il y a une partie du produit qui correspond au produit, puis il y a une partie du produit qui correspond à l'engagement du producteur, à avoir produit en bio avec tout le cahier des charges que ça nécessite. Puis après, il y a l'engagement, il y a une partie du produit qui va correspondre à l'engagement de la mutualisation des producteurs pour organiser les livraisons, pour moins dépenser de gasoil avec le camion, etc. etc. Donc, c'est encore une fois un moyen pour le producteur de se rapprocher du consommateur, certes pas le consommateur lambda comme on peut l'être chez soi, mais des convives et des gens qui font à manger à ces convives. Et donc on a créé du partenariat pour vendre nos produits et non plus vendre un prix. Alors au début on s'est dit, oula, est-ce que ça va passer voilà. On a écrit quelques marchés qu'on a remportés selon les critères, et du coup il s'est installé un partenariat où aujourd'hui, avant d'aller vendre un produit, on travaille en amont avec les cuisines sur les menus. Alors, on n'a pas la prétention de faire les menus, puisqu'il y a des gens formés pour ça. Mais par contre, on échange par rapport notamment au coût, sur certains menus. Certains menus peuvent coûter plus ou moins cher. Donc, on peut avoir des alternatives sur les ingrédients de menus qui fait qu'on va passer au niveau prix ou on va passer au niveau saison. Parce que avoir de la tomate au mois de décembre, bah, c'est très bien, mais chez nous, c'est pas possible. C'est pas dans la culture de l'agriculture bio. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en alternative voilà. Donc, on a tissé un partenariat avec les collectivités à l'échelle d'un département. C'est quand même plus de 90 collèges. C'est 40 000 repas par jour qui sont servis, donc c'est quand même pas rien. Mais aussi avec de grandes entreprises qui ont des sociétés de restauration qui vont nous faire à manger 1000, 1500, 2000 personnes sur l'entreprise tous les jours. Voilà. C'est un engagement de Manger Bio Isère, et donc l'idée a démarré il y a 10 ans, 15 ans, à 4-5 producteurs. Aujourd'hui, on est 70. Et donc, on a ce côté rassembleur, ce côté fédérateur au niveau des exploitations. Ça a amené du développement. On est passé d'une association à une société civile, à une SIC, une société civile d'intérêt collectif. Pourquoi ? Parce que, c'est pas une société civile, pardon, c'est une société coopérative, excusez-moi. Pourquoi d'intérêt collectif ? C'est parce qu'on s'est interdit de capitaliser sur le capital. C'est-à-dire que dans notre objet, tout revient sur les exploitations. On en garde un peu on a 20 salariés, donc il faut quand même faire tourner la boutique. Mais on a une politique d'achat dès le départ à un prix rémunérateur, et pour que l'agriculteur ne retouche pas lorsque vous vendez. Alors moi ça m'arrive de vendre aussi dans la filière, hein, mais parfois notamment sur des céréales, vous allez retoucher quelques centimes le mois de juin de l'année d'après sur la livraison que vous avez fait au mois de juillet de l'année d'avant. Voilà. Là, nous, quand Manger Bio achète le légume, on sait combien on l'a vendu, on sait combien il faut qu'on garde, et on paye 100% du légume tout de suite. En termes de trésorerie et de rémunération et de vie des exploitations, c'est vachement important.
C'est un peu le principe des AMAP ou des magasins de producteurs, c'est-à-dire que vous allez acheter un produit qui correspond à la valeur du produit, et l'agriculteur en bénéficie tout de suite. Donc on s'est développé comme ça à travers les collèges et les grandes entreprises, et puis on s'est dit, il y a encore des secteurs de marché de la restauration hors foyer où on n'est pas présent. Donc on a développé la petite enfance. On a commencé à aller voir des crèches autour de Grenoble notamment, et puis proposer quelques produits bio. Bon, alors au début, souvent le budget est mis en avant, et puis en discutant, on s'aperçoit qu'en modulant un peu les menus, en enlevant de temps en temps une fois de la viande pour récupérer du budget, on leur a aussi dit que quand vous travaillez à petite échelle au niveau des crèches, lorsque vous travaillez avec du légume bio, il y a beaucoup de légumes que vous n'avez pas besoin d'éplucher. Alors ça peut paraître anecdotique, mais une carotte que vous épluchez pas, c'est 10% de poids en plus. Donc, c'est un budget qu'on retrouve pour financer un légume de plus en bio. On a fait témoigner un cuisinier de la cuisine de Pontelet. Alors, la viande, c'est un peu plus difficile, c'est tout de suite un budget plus important. Mais aujourd'hui, si vous posez la question au cuisinier, il dit, depuis que je passe en bio, j'achète mon service, c'est 90 kg de viande, il m'en fallait 120 avant. Pourquoi ? Parce que la viande n'était pas de bonne qualité, parce qu'elle réduisait et qu'il fallait en avoir un peu plus pour être sûr que les enfants aient ce qu'il fallait dans l'assiette. Voilà. C'est tous des exemples comme ça qui fait que, en tissant du partenariat, une association ou un groupe de producteurs peut se rapprocher de différents consommateurs, que ce soit du consommateur direct ou du consommateur indirect via des sociétés de restauration, via des collectivités, et qu'en discutant sur plein de choses comme ça, on arrive premièrement à développer nos fermes, développer l'alimentation bio, tout en traitant la question du budget, parce que c'est souvent la première question qui arrive. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Aujourd'hui, on est 70 producteurs, on fait 6 millions d'euros de chiffre d'affaires, on va passer les 6 millions cette année, et tout ça redescend dans nos fermes, et tout ça est en dehors de la consommation individuelle. Donc c'est un plus, et je trouve que c'est assez intéressant de citer ça, parce que c'est un engagement vraiment du producteur qui sort de sa ferme et qui va vendre son produit, mais qui ne va pas forcément le vendre sur le marché ou qui ne va pas faire du porte-à-porte. Il va côtoyer de l'agro-industriel qui va répondre au marché au même titre que nous, et on est capable, si on est organisé, de remporter des marchés publics au même titre que n'importe quelle structure agro-industrielle. Donc ça me paraissait intéressant de témoigner en tant que producteur. Alors après, une fois qu'on a fait ça, à côté de mon métier, donc j'ai été élu maire de la commune en 2020. Et donc toujours en étant en fil rouge dans ma tête sur cette alimentation bio, et en ayant aussi en arrière-pensée ce qu'on fait au niveau de Manger Bio Isère et le conseil départemental, je me suis dit il faut qu'on arrive à dupliquer quelque chose sur les territoires, parce que l'alimentation dans les territoires, et notamment dans les écoles primaires, c'est à la charge des communes. Et bien souvent, il y a des sociétés de restauration qui arrivent pour préparer des repas parce que c'est plus facile. Alors je cite beaucoup le département, mais je vous rassure, je n'ai pas été payé pour faire la promotion du département, mais je trouvais que l'engagement qu'ils mettent, récemment le président Barbier a dit à la fin de mon mandat, ça sera du 100% local et ou bio. Je trouve que c'est quand même un engagement politique fort. Alors certes, ils vont mettre le budget en face, mais on travaille aussi ensemble pour encore massifier les volumes. Entre nous, producteurs, il y a quelques producteurs qui se sont spécialisés, notamment sur les légumes, mais pas que. C'est-à-dire qu'au lieu qu'un producteur fasse 5, 6, 7 légumes, il va en faire 2, 3, mais de manière plus importante. Du coup, il va amener du volume. Du coup, il va pouvoir se spécialiser en termes de mécanisation et maîtriser son coût de production. Donc ça nous permet aussi de rentrer à un prix intéressant sur des marchés où les marges sont assez faibles. Et parallèlement à ça, on a d'autres producteurs qui travaillent pour Manger Bio, mais qui ne veulent pas... nous, on refuse d'être le client unique. Il faut que les agriculteurs gardent leur diversité de clientèle,
et le Covid nous a donné raison, parce que sinon, on n'existerait plus si on livrait tout aux mêmes clients. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques producteurs qui ont déjà leur circuit de vente et qui nous disent, ben oui, pourquoi pas travailler pour Manger Bio pour les collèges, mais moi, il y a hors de question que je modifie mon assolement ou ma façon de vendre actuellement. Par contre, je maîtrise plutôt bien le poireau et ça ne me dérange pas de faire 1 hectare de poireau de plus, parce que ça va pas me perturber le reste de mes ventes, et ça me permettrait d'acheter tel outil pour être plus performant dans la production de poireaux, etc., etc. Et du coup, ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est que, ayant le marché attribué via les collèges, on sait le prix qu'on l'a vendu, on sait le prix qu'on va acheter au producteur, donc ça, il est au courant. Et lui, il a garanti de vendre sa production. Donc, il met son énergie dans la production et à produire le mieux possible. Ça permet aussi de s'améliorer au niveau technique, parce que dans la production, l'agriculture biologique demande beaucoup de technicité. Alors, vous avez eu des conférences sur différentes façons de produire. Et si vous avez une structure qui assure votre vente, ça vous libère un peu l'esprit aussi pour améliorer la technique. Tout ça pour dire que donc ça nous fait une diversité de producteurs qui nous permet d'être relativement bien placés en prix face à de l'agro-industriel qui ont des prix hyper tirés, parce qu'on va pouvoir répondre à un marché à faible marge avec un producteur qui s'est plutôt bien spécialisé, et puis on va en mettre un peu d'un autre qui ne veut pas faire trop de volume. Puis de ça, vous faites 2 producteurs, vous faites un mix prix, et puis ça vous fait un prix moyen très raisonnable, et c'est comme ça qu'on emmène des marchés publics. Là, encore une fois, c'est encore un exemple où le fait de s'organiser entre producteurs, on arrive à répondre des domaines qu'on n'arriverait pas à répondre tout seul. Et c'est aussi grâce à l'engagement du conseil départemental qui a la volonté d'aller dans ce sens-là et de créer et de faire développer ces filières locales et départementales. Donc, par rapport aux collectivités, moi je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire en tant qu'élu, une commune de 700 habitants, sur un territoire où il y a 45 000 habitants, qu'est-ce qu'on pourrait faire à notre niveau pour amener une pierre à l'édifice pour développer cette alimentation bio. Alors on a commencé, l'année dernière, on a commencé à faire intervenir l'association qui organise le festival là aujourd'hui. Et alors sur un domaine qui n'est pas forcément l'alimentation, qui était le tri des déchets. L'association a fait 103 interventions dans les écoles du territoire, pardon. Et on s'est aperçu que finalement, en parlant de tri, en parlant de zéro production de déchets, on est arrivé naturellement à parler de l'alimentation. Et donc de l'alimentation bio. Pourquoi ? Parce que c'est une commune d'à côté, là. Alors l'association est venue intervenir 1 heure dans la commune. Et puis, on avait demandé aux maîtresses et aux maîtres qui souhaitaient de prendre ce sujet en fil rouge tout au long de l'année et puis d'emmener un petit projet avec les enfants. Et il se trouve que la commune d'à côté, eh bien, ils ont construit une tarte, un gâteau. En partant du tri des déchets, ils sont allés sur la construction par les enfants d'un gâteau et ils avaient fait une petite grille d'annotation déjà sur le poids des déchets au moment des ingrédients. C'est-à-dire que si vous amenez, je sais pas moi, comment je vais dire ça, si vous amenez un œuf dans sa boîte à œufs, bon, la boîte, elle se recycle, mais ça fait déjà un poids de déchets, alors que si vous amenez que l'œuf, il y avait ça, il y avait des petits exemples comme ça d'ingrédients que déjà on avait vu que tous n'avaient pas la même... Il y en a qui avaient... comment dirais-je ? Il y a des groupes dans l'école qui ont fait le gâteau 0 déchet. Et parce que les parents avaient l'habitude de ne pas acheter d'emballage, d'acheter bio. Donc bien souvent quand vous achetez bio, alors pas que, j'ai rien contre les gens qui ne sont pas en bio, je vous le dis tout de suite, mais bien souvent quand vous achetez de l'alimentation bio, vous êtes dans une démarche de 0 emballage ou le moins possible. Donc tout de suite les enfants sont arrivés avec de la farine dans un pot à confiture et pas un sac de farine par exemple. Voilà. Et ça a permis, en faisant une action sur les déchets, ça a permis de sensibiliser les enfants sur l'alimentation et l'alimentation bio. Ça, je trouvais que c'était pas mal. Et donc, en dehors de cette action-là, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire à notre niveau. On a du coup entamé un travail avec les crèches de Saint-Marcelin-Mercurizer,
dont le territoire a la compétence, où là on s'est dit, d'une part il y a la loi Egalim qu'il faut honorer, et donc les élus du territoire ont acté le fait d'aller chercher le label en cuisine. Alors je ne sais pas si c'est quelque chose que vous connaissez, mais le label en cuisine, ça a été mis en place par EcoCert. C'est 3 niveaux d'implication de l'alimentation bio et locale et de la pratique de la cuisine. Un niveau à 20%, un niveau à 40%, un niveau à 60% à peu près. Et donc on a commencé par adhérer à ce niveau-là, et on s'est déjà aperçu que les cuisiniers dans les crèches avaient déjà passé le premier niveau. Donc il se faisait déjà des choses, et donc là on va continuer à travailler avec les producteurs locaux. Donc moi, mon rôle est entre autres de sourcer un petit peu les producteurs, parce qu'étant producteur moi-même, on a un petit réseau qu'on connaît, et donc je suis en train d'aller discuter avec certains producteurs pour qu'ils livrent la crèche. Alors il y en a qui veulent, il y en a qui veulent pas. Alors voilà, on discute, on essaye de mettre en place des choses. On va essayer aussi à l'image de Manger Bio au niveau du département, on va essayer de se créer un petit réseau sur le territoire pour pas qu'il y ait 10 livraisons le même matin à la crèche, parce que sinon après les cuisiniers ils ont plus le temps de cuisiner. Donc il faut qu'on rassemble tout ça, et on est en train de monter ça. Et ça c'est ce que je voulais citer aussi en tant qu'élu, c'est qu'à notre niveau, pendant qu'au niveau international, il y a des gens comme Mme Collard qui se battent pour faire évoluer les choses, nous, à notre niveau, on peut aussi faire évoluer l'alimentation bio, d'autant plus qu'on le fait avec les enfants. On laisse quand même des informations et des pratiques dans la tête des enfants qui, demain, seront adultes, et on peut penser quand même que ça, petit à petit, ça va faire évoluer les choses. Le troisième point que je voulais aborder dans mon témoignage, c'est sur ma commune. On a entamé, on est un regroupement pédagogique de 4 communes, on a 134 enfants, et c'est un traiteur qui nous fournit les repas. Qui nous fournit les repas classiques. Et aujourd'hui, l'association qui gérait ça avait un cahier des charges de prix. C'est-à-dire qu'ils achetaient un prix, derrière il y avait un repas, il est ce qu'il est, il n'est pas forcément mauvais, mais il est ce qu'il est. Et nous, quand on est arrivé, on s'est dit, il faudrait qu'on arrive à faire changer ça. Alors c'est assez difficile de faire évoluer l'alimentation bio et locale à travers des sociétés de restauration qui ont une ampleur assez importante. Et on peut bien penser, on peut bien comprendre qu'il ne peut pas y avoir un cahier des charges par client. Et donc, c'est très difficile de faire évoluer le cahier des charges parce que le côté prix arrive toujours en face. Alors, du coup, on a démarré une réflexion et on a un projet de monter une cuisine pour relocaliser la cantine. Comme moi, quand je suis allé à l'école, j'avais une cantinière et on veut essayer de remettre ça en place. Voilà. Alors, c'est un projet qui est assez important pour plein de raisons. La première, ça a été, j'ai mis 3 mois pour convaincre mes collègues élus du regroupement d'y réfléchir. Parce que, pourquoi faire qu'est-ce que tu veux t'emmerder avec ça? Ils m'ont dit, ça va très bien comme ça, etc. etc. Bah, je lui dis, on va quand même pas s'interdire d'y réfléchir. Parce que, je lui dis, regardez, sur les 4-5 communes qu'on a autour, on a quasiment des producteurs pour l'ensemble des... On a 2 producteurs de légumes sur la commune, on a une paysanne boulangère qui fait son blé, qui fait son pain et qui vend le pain sur le marché. Je dis pourquoi on a le pain. On a un producteur de viande qui fournit un magasin de producteurs à côté, on a la viande. On a un producteur de fromage. J'ai dit le fruit, on va le trouver. Les communes d'à côté, il y a un producteur de pommes, il y a un producteur de lentilles. Je dis il manque pas grand-chose pour quand même faire le repas. Voilà, il faut qu'on remette en place une cuisine. Alors ils ont accepté d'y réfléchir et on est en train de faire évoluer ça. On est allé visiter 7 cuisine qui travaille comme ça, à plus ou moins grande ampleur. Et j'étais assez content parce que ça a quand même bien convaincu le groupe que quand vous discutez avec le cuisinier ou la cuisinière de Saint-Just-de-Clé qui fait 250 repas, ou quand vous discutez avec le cuisinier de Saint-Pierre-Chartreuse qui fait 90 repas pour 90 élèves à l'école, même les élèves du village, ils ne veulent pas rentrer chez eux manger. Et ben, je peux vous dire que ça a reboosté l'équipe en disant ah ouais c'est bien ce qu'ils font et tout et tout. Voilà. Donc on est parti sur ce projet-là. On est en train de. La condition a été de dire oui mais la première étude qu'il faut lancer c'est de voir par rapport au prix qu'on a aujourd'hui
combien que ça va coûter de plus ou de moins et est-ce qu'on peut y aller. Donc on est dans cette phase-là. Globalement, après, moi je reste convaincu que dans le fonctionnement, ça ne coûtera pas forcément plus cher que ce que ça coûte aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, un repas qui est vendu 3-4 euros aux parents, il coûte bien souvent entre 8 et 10 euros à la collectivité. Donc si vous remettez ça dans le pot commun, ça ne vous coûtera pas forcément plus cher de faire une cuisine de petite taille et maîtrisée par une équipe communale. Donc l'idée, on va démarrer ça, si le groupe est toujours volontaire après, pour avoir une petite équipe en cuisine. On a trouvé un espace, un terrain qu'on est en train de maîtriser à côté de l'école. Et là où je trouve que c'est intéressant, c'est qu'à côté de ça, on va mettre un projet pédagogique en place. C'est-à-dire que, à l'image de ceux qu'on a rencontrés, notamment celui de Saint-Pierre-de-Chartreuse, où le cuisinier, qui est un ancien cuisinier de Sodexo, qui en a eu marre de Sodexo, qui est venu se reconvertir là, nous a expliqué que les mercredis et les jours de vacances, il passait du temps au jardin avec les enfants. Alors il ne fait pas que ça, et les enfants ils ne passent pas tout leur temps dans le jardin. Mais quelques ateliers pédagogiques pendant le temps libre des enfants pour leur apprendre à quelle époque il faut planter tel légume, à quelle époque il faut semer telle graine. Quand vous rentrez dans le hall de l'école, vous avez une rangée comme ce serait la rangée de chaises. Vous avez tout plein des boîtes d'alvéoles d'œufs, puis des petites graines qui sortent. Et bah tiens, la semaine dernière, les enfants, ils ont semé les graines. Là. Et tous les jours, ils passent devant, et tous les jours, ils voient ces graines qui poussent. Et l'activité du mercredi matin, c'est 1 heure au jardin. Voilà. Alors, le jour où ils plantent la graine, ils la plantent. Le lendemain, ils vont arracher la mauvaise herbe. Et puis, le surlendemain, ils vont pailler, enfin, etc. Et puis, jusqu'à la récolte. Et à un moment donné, le cuisinier nous dit... les enfants, on a récolté les aubergines hier, et aujourd'hui, je vais leur faire un gratin d'aubergines parce qu'ils adorent ça. Même que les parents, ils viennent les voir en disant, mais comment vous avez fait pour faire manger les aubergines à mes enfants? Parce qu'ils sont allés dans le jardin, ils l'ont fait pousser, puis ils ont vu à quoi ça ressemblait, puis que le cuisinier est aussi bon, et qu'il a su mettre dans son repas ce qu'il fallait pour que l'enfant ait envie de le manger. Le cuisinier va aussi rencontrer les enfants dans l'école, etc. Enfin bon, voilà. C'est un projet pédagogique, c'est pas qu'un repas qu'on va servir parce qu'on doit le servir à midi pour que les gens y mangent, etc. C'est vraiment une éducation sans prendre la tête trop aux enfants, mais de manière assez naturelle, pédagogique et pendant leur temps libre, d'instaurer un savoir autour de l'alimentation et de l'alimentation bio qui, à un moment donné, l'enfant va ancrer ça. C'est comme quand vous apprenez à faire du vélo. Hein. Vous pouvez rester 20 ans sans faire du vélo, quand vous remontez dessus, vous savez faire. Au début, vous faites un peu comme ça, mais après, ça file, quoi. Et là, l'idée de l'alimentation, c'est ça, c'est dès le plus jeune âge, de faire apprendre aux enfants les bons réflexes d'une bonne alimentation, d'une alimentation bio. Et voilà. Alors, il y a les parents qui sont là, qui le font, mais pas tous, pour plein de raisons, hein, pour des raisons de temps, d'envie, de budget parfois, etc. Et donc, je trouve que le rôle qu'on peut apporter en tant qu'élu, sans que ça nous prenne trop de budget, que ça nous prenne trop la tête non plus, mais pendant ce temps d'activité, je trouve que c'est quand même assez vertueux d'enseigner l'alimentation, mais c'est quand même la base de la vie, l'alimentation. On a tendance à l'oublier. Et donc si on enseigne ça aux enfants, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà un petit peu ce que je voulais dire en tant que collectivité, comment on peut essayer de s'engager à notre échelle. Et puis après, je voulais... je reprends un peu mes notes parce que pas que j'oublie des choses. Il y a aussi un volet, ce matin on a parlé emballage. Alors il y a aussi un volet qu'on a mis en place qui s'éloigne un peu de l'alimentation, mais pas vraiment, qui est le réemploi. On a mis en place avec un magasin sur Saint-Marcelin, le réemploi de bouteilles. On a vu ce matin que le plastique, le dégât que ça fait. Bon, on a aussi le verre qui est plutôt vertueux, mais qui a quelques aussi lacunes quand vous le refondez, c'est lourd à transporter, etc., etc. Et donc, du coup, on a mis en place le réemploi. Et ça aussi, ça contribue à parler alimentation, parce que du coup, vous expliquez aux enfants que la bouteille, on va la relaver, on remet quelque chose dedans, et puis si on ne sert ça pas, tu t'en sers pour faire une plante, pour faire de quoi germer les plantes, etc. Et donc, voilà une chose de plus qu'on a essayé de mettre en place à notre niveau et pour faire passer des messages plus positifs autour de l'alimentation. Le dernier point que je voulais aborder, c'est mon côté consommateur.
parce que forcément, je suis comme tout le monde, je mange matin, midi et soir. Et donc, eh bien, on a commencé déjà à aller faire nos courses au marché du village, parce que parallèlement à ça, on a mis en place un petit marché qui existe depuis 7-8 ans, là, où à la sortie des écoles, ben, les parents ils viennent faire leurs courses. Et moi, je me suis dit, mais toi, tu ne vas même pas faire tes courses au marché. Alors, je commence à aller faire mes courses au marché. Voilà. Et puis après, on va chercher, on va finir nos courses là où on peut ramener les bouteilles. Voilà. En tant que consommateur, on peut agir. Et je rejoindrai aussi ce qui s'est dit un peu ce matin, c'est que le consommateur, il peut très bien réclamer des produits, puis il peut aussi très bien les bouder. Et je ne sais plus, une personne ce matin disait, oui, mais à notre niveau, comment on peut faire bouger? En fait, quand vous allez dans la distribution, quelle qu'elle soit, si les rayons ne se vident pas, le distributeur et l'agroalimentaire, entre autres, ou l'industriel, on va dire, va très vite réagir, parce qu'il va se poser la question pourquoi, et il va trouver une autre solution ou trouver d'autres produits. Et c'est là où le pouvoir du consommateur est vachement important, moi je trouve, parce que moi qui fais des fromages, quand les fromages ils sont pas bons, t'en as un sur 150 qui vient te l'acheter par solidarité. Les autres, ils te tapent sur l'épaule et te disent, écoute, essaye de les faire meilleurs, quoi, parce que j'en ai acheté la moitié, ça m'intéresse pas. Voilà. Donc le consommateur, il a ce pouvoir-là de faire changer les choses par son acte d'achat ou son non-acte d'achat. Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà. Et c'est pareil, c'est encore un autre niveau où on peut agir comme ça pour faire évoluer les choses. Voilà ce que je voulais dire. C'est déjà pas mal. Voilà, à peu près le témoignage que je voulais apporter. Bon, on va faire la partie questions. Si vous avez des questions autour de ce que nous a présenté Franck Rousset. Attends, je t'apporte le micro. Oui, bonjour. Je voulais savoir le nom du magasin à Saint-Marcelin où vous récupérez les bouteilles. C'est Biocop, c'est une zone de chatte là-bas. Le COP. Biocop, c'est Biocop, oui. Le Biocop qui est à côté de Leclerc là-bas. Oui. C'est-à-dire, on peut nous aussi amener nos bouteilles là-bas et puis... Alors, l'idée, là, c'est un projet qui est assez récent, hein, qu'on a mis en route au mois de mars, là. Pour le moment, c'est les bouteilles que vous trouvez dans le magasin de Biocop, que vous ramenez, parce qu'ils n'ont pas vocation non plus à récupérer les bouteilles. Si vous voulez, la récupération des bouteilles, c'est assez précis, c'est-à-dire qu'il y a un choix de bouteilles qui est récupéré. Ouais, enfin, il se fait d'abord sa pub. C'est normal, je comprends. Mais en tant que politique, ça serait intéressant, par contre, d'organiser quelque chose pour les habitants du village, qu'ils peuvent, eux, amener leurs bouteilles, puisque les grandes surfaces, là, apparemment, ça les intéresse pas. Mais par contre, la politique pourrait organiser ça et nous, les gens, on déposerait nos bouteilles. Parce que moi, en tant que particulier, je ne peux pas. Il n'y a personne qui vient chez moi les récupérer. Même si j'ai beaucoup de bouteilles, il se trouve que je suis vigneron. Mais même ça, ils ne viennent pas parce qu'il n'y en a pas assez. Oui. Alors, on a eu ce débat-là au moment où j'ai présenté le projet à l'intercommunalité. On a eu ce débat-là. Et alors, en fait, c'était pas une demande de Biocop, mais c'était une demande c'est moi qui ai fait la demande à l'association qui gère le réemploi, en fait. Parce que l'association qui gère le réemploi, qui est basée à côté de Romans, elle récupère, elle a deux formes de prestations. Soit, alors elle travaille avec des vignerons, si vous êtes vigneron, vous récupérez vos bouteilles, vous l'amenez en prestation de lavage et vous récupérez vos bouteilles. Soit vous donnez les bouteilles à l'association, et ils les lavent, ils les repalettisent et ils les vendent et ils se rémunèrent avec le fruit de la vente. Nous, on s'est dit à la collectivité, et donc j'avais appelé une collectivité sur l'Ardèche qui avait déjà fait ce travail-là. Nous, on a fait le choix d'accompagner la démarche de l'association via un magasin. On a fait le choix d'investir dans un container maritime. Pourquoi ? Parce que les magasins, bien souvent, n'ont pas assez de place pour stocker, parce que vous stockez 5, 6, 7 palox de 500 bouteilles. Ça permet d'une part d'avoir une diversité de bouteilles à récupérer, mais il faut de la place hors d'eau et hors soleil.
Parce qu'après, ça pose des problèmes de lavage, et notamment sur les étiquettes, etc., pour redécoller les étiquettes. Donc, nous, on s'est dit, est-ce qu'on... ça coûte moins... Alors, c'est un choix, hein, ça coûte moins cher à la collectivité d'investir dans le container et que le magasin fait ce travail en collaboration avec l'association. Alors, certes, lui, il s'en sert pour faire de la pub, pour vanter les mérites de ça. Nous, l'idée qu'on avait, c'était pas de faire de la pub pour Biocop, c'était de faire de la pub pour le réemploi. Voilà, et d'amener de l'activité à l'association derrière qui fait le lavage. Et donc, en termes de fonctionnement, si on met un container, par exemple, sur un site de déchetterie, vous générez du fonctionnement derrière. Parce que lorsque vous amenez vos bouteilles, vous allez amener votre caisse de bouteilles, mais il faut les retrier faut les retrier, parce que quand il lance une chaîne de lavage pour une type de bouteille, il ne faut pas avoir... Voilà. Et donc, ça génère du fonctionnement. Et ce travail-là, il est fait à travers le magasin qui, en contrepartie, se fait de la publicité. Mais voilà, vous comprenez le choix qu'on a fait, c'est pour ça. Oui, mais... oui, bien sûr. Bien sûr. Mais c'était toujours à travers un magasin, ça se faisait. C'est-à-dire que vous ramenez là où vous achetez vos bouteilles, quoi. Alors l'idée aussi, c'est de... Alors on a essayé de communiquer un petit peu là-dessus, et puis le bouche à oreille va prendre le relais. L'idée, c'est de donner envie à d'autres magasins de le faire et de dupliquer ça, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça touchera plus de monde, y compris des gens qui ne vont pas forcément dans ce type de magasin. Voilà. Oui, c'est le poids du verre. Oui, oui. Donc, ce serait très bien qu'on trouve un système de raccourcir les chemins. Oui, oui. Alors après, pour le moment, on n'avait pas fait le choix de développer oui, non, mais ça. C'est pas un reproche, mais enfin, bon, une idée. Oui, oui. Une autre question. Ou une remarque. Hein. Vous nous avez décrit une approche très collective. Et puis je vois que le dernier projet, il est lancé dans la configuration où vous êtes en même temps maire et puis actif en tant que producteur. Alors est-ce que le développement du bio est possible pour quelqu'un qui voudrait rester tout seul? Alors, qui voudrait, en tant que producteur, vous voulez dire ? En tant que producteur. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut imaginer le bio avec des producteurs, j'allais dire un peu, qui veulent cultiver leur indépendance, ou bien est-ce que par nature c'est une démarche collective avec des éléments de solidarité aussi entre producteurs? Non, il n'y a pas, c'est pas vous pouvez faire ça de manière indépendante et individuelle. Simplement, ce que je vous ai présenté sur le côté collectif, c'était un moyen d'aller prendre des parts de marché dans un secteur que individuellement on a du mal à avoir. Moi je suis producteur de yaourt. La cuisine mutualisée des Chirolles, quand elle nous commande 500 kg de yaourt, alors il y a aussi une chose que je n'ai pas dit, mais dans le partenariat qu'on a pu avoir avec ces collectivités-là, on est passé du pot individuel plastique de 125 grammes au seau de 5 kg. Là on a trouvé du prix, puis on a trouvé de l'emballage aussi. Donc, moi, quand elle me commande 500 kg de seaux, 100 ou 150 seaux de yaourt, je vais les faire pour ce client-là. Mais à côté, j'aurais peut-être du mal d'aller fournir un autre client parce que ça fait... voilà, c'est le côté collectif, c'est ça, c'est que ça a permis d'approcher des marchés collectivement, et pendant qu'il y a un producteur qui répond à cette commande, l'autre producteur répond à une autre commande, etc. Après, on a aussi des producteurs qui ne voulaient pas entrer sur ce côté collectif, justement pour garder leur indépendance, entre guillemets, hein, parce que moi, je n'ai pas l'impression d'être dépendant de la collectivité, du collectif avec qui je travaille. Mais ils voulaient garder leur réseau indépendamment de ça, pour des raisons qui leur appartiennent et qui sont... voilà. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... je ne trouve plus le terme, mais enfin, c'est possible, quoi. Voilà. Oui, il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation. Voilà. Et chacun peut mener, gérer sa barque comme il l'entend, dans la mesure où il fabrique des produits bio. Mais c'est vrai que avec un rassemblement, on est plus fort et on peut aussi y répondre sur des quantités. Alors, je n'ai pas parlé budget volontairement, puisque j'en ai parlé en entrée, puisque c'est souvent le premier argument qu'on met en avant lorsqu'on dit « Ah non, du bio, c'est trop cher ». Bon.
une fois qu'on a discuté avec tous ces interlocuteurs, tous ces gens, enfin, que ce soit les convives, que ce soit les collectivités, ou que ce soit des collègues élus qui sont pas très chauds, une fois qu'on a parlé de tout ça, de la qualité des produits, de la dynamique qu'on peut mettre autour des enfants, etc., bien souvent on trouve le budget. Voilà. Parce que c'est pour ça que ce que je voulais dire, c'est que le budget, il se parle à la fin. Quand vous voulez acheter une voiture, vous savez le budget que vous avez à mettre, mais avant de regarder l'étiquette, vous allez choisir les voitures qui vous plaisent. Puis là-dedans, vous faites le tri, et notamment celles qui rentrent dans le budget, mais vous ne faites pas l'inverse. Et là, c'est pareil. Si on a envie de développer l'alimentation bio, eh bien, essayons de mettre en place des choses. Puis après, on regarde le budget. Puis après, il y a un choix politique à avoir en tant qu'élu. Est-ce que ça nous coûte plus cher? Oui, non. Est-ce qu'on demande aux parents de participer un peu plus? Parce qu'il y a l'effort. Il y a aussi ce côté pédagogique qui fait qu'on apporte un plus à leurs enfants. Oui, non. Et puis sinon, moi, j'ai discuté avec le maire de Saint-Pierre-de-Chartreuse. Quand je lui ai demandé combien lui coûtait le repas de l'enfant, toute charge comprise, hein, avec le temps, la pause méridienne et tout, il me dit, je sais pas. Il me dit, mais nous, on se pose pas ce genre de questions. Le budget, chaque année, il est de temps. Et c'est notre premier budget. Et voilà, les enfants sont prioritaires. L'alimentation bio, le projet pédagogique, c'est prioritaire. Et on y va. Voilà, c'est des choix politiques qu'il faut faire. Voilà. Donc, c'est pour ça que je voulais un peu évoquer ça. C'est aussi pour dupliquer ça dans les autres communes. J'espère qu'au niveau de l'intercommunauté, on va arriver à donner envie à un certain nombre de communes d'y réfléchir. Alors, pas forcément de tout le monde passer en cuisine locale, parce que tous ne peuvent pas le faire, mais peut-être d'avoir déjà un cahier des charges commun pour un certain nombre de communes, qui fait qu'on peut déjà poser un peu des jalons et puis d'aller chercher une société de restauration qui pourrait y répondre. Ça serait déjà, voilà, c'est des actions qu'on va essayer de mettre en place à l'avenir, quoi. Mais exactement, on sent surtout que toutes les conférences qu'on a fait là, dans cette semaine, ce week-end, hein, bien, nous montrent que quand on fait de l'alimentation bio, on s'aperçoit qu'au bout du bout, eh bien, ça coûte pas plus cher que de faire l'exploitation avec des produits qui sont issus de l'agro-industrie. Parce que quand on a fait le bilan de toutes les machines qui ont été mises en route, l'achat des produits, et on s'aperçoit de plus en plus que la rentabilité baisse au niveau les rendements baissent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, s'engager dans une alimentation comme celle-ci, eh bien, c'est s'engager d'abord avec un budget qui est respectable, et c'est surtout aussi s'engager à nourrir nos enfants de meilleure façon. Et si nos enfants sont nourris, ça rejoint le débat de Marie-Monique Robin, ça rejoint l'intervention de la SORA, hein, d'un service en santé environnement Rhône-Alpes, hein, qui est très actif, hein, mais il faut aussi que nos politiques nous accompagnent. Et moi, je trouve que quand j'ai rencontré Franck Rousset, je l'ai rencontré au moment de notre AG. Je le connaissais pas, ce monsieur. Et puis j'ai discuté avec lui, et puis il m'a dit, bah oui, moi je suis paysan, mais je fais des choses là. On a monté une association. Je lui ai dit, mais il faut que vous nous en parlez. Et puis moi je sais pas, je vais pas tenir, hein. Moi je suis obligé de l'arrêter là parce qu'on a fait 1 heure et une belle heure. Moi je suis vraiment content, et je crois que pour les prochaines années, c'est important d'avoir des témoignages, parce que on est vraiment dans le circuit court là, hein. Chevrière, c'est juste à côté. Et puis surtout, je redis le message, vous êtes là, vous avez reçu une information. Quand vous allez retourner chez vous, avec vos amis, vos enfants, eh bien, c'est de faire en sorte de diluer, en gardant bien sûr la qualité, hein, c'est d'aller propager tout ce que vous avez reçu aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on y arrivera. Et c'est vrai que c'est comme ça que si on se prend en charge, hein, si on regarde ce que l'on mange, si on regarde de quelle manière on vit, eh bien, on arrivera à avoir un comportement meilleur. Et ça sera forcément bon pour notre petite planète ronde. Franck Rousset, merci. Merci à vous de m'avoir écouté.